Catherine puis moi, en fait, on a à peu près le même sujet. C'est pour ça qu'on est dans le même bloc. C'est super que je vienne juste après. Il y a des recoupements en ce qu'on va dire, là, c'est certain. Par contre, on n'a pas le même angle. Et puis, je suis sûr que j'espère en tout cas enrichir un peu sa présentation, puis que cette présentation, dans vos esprits, enrichisse la mienne. Je vais vous parler d'abord un peu du terrain vague qui nous occupe, là, qui est que moi j'ai connu sous le nom de Spot Vio, terrain vague Vio, ou terrain vague pour les natifs comme Catherine. Donc, c'est... Puis en plus, ceux qui ne viennent pas de Montréal peuvent voir un peu c'est où pour vrai. Là. Nous, on est dans ce coin-là. Là. Et puis, il faut se déplacer quand même assez loin dans l'est, jusque-là. Fait que le terrain vague est bordé à l'ouest par la rue Viau, à l'est par la rue Dixon. Ici, Ontario fini, là, il y a des nouveaux condos. Et puis, quand on est au terrain vague, bon, on a vu sur le stade, sur le port que Catherine a montré dans sa présentation. Donc, c'est celui-ci qui nous occupe. Ça ici, bon, c'est l'ancien terrain de la Canadian Steel Foundry. La Canadian Steel Foundry, ça a été ouvert en 1912. Peut-être qu'il y a des plus ou moins un dans mes dates. Okay? Ça a été ouvert en 1912 avec l'essor du port de Montréal. Et puis, la Canadian Steel, ce qu'elle faisait, c'était qu'ils fabriquaient notamment les matériaux pour le chemin de fer, là, les roues des locomotives, les chaudières, les rails. Et fait qu'ils recevaient leur acier des États-Unis directement via le port. Et puis là, il y a une genre de traque de chemin de fer. Fait qu'on acheminait l'acier. Vous voyez, ça ici, c'est l'ancienne bâtisse. Okay? On acheminait l'acier, on transformait ça ici, puis on shippait ça soit au CN via le chemin de fer, ou bien ils ont aussi fait dans les développements hydroélectriques, ils ont aussi fait les turbines pour les réservoirs de la Manicouagan, ce qui nécessitait des sortes de gros moules qui coulaient jusqu'à 80 tonnes d'acier. Il y avait à peu près 3 usines au monde à l'époque qui faisaient ce genre d'industrie lourde là, pour l'acier. Avant ça, c'était une sorte de concession agricole là, sans développement. Et puis la Canadian Steel Foundry a suivi son cours à peu près pendant 80 ans. Et puis, désindustrialisation oblige, ça l'a fermé dans les années 2000 pour être finalement détruit en 2004. Donc, avec la destruction en 2004, il y a eu l'apparition du terrain vague. Fait que ça fait à peu près 12 ans qu'il y a des ruines sur cet endroit-là, puis que les gens vont utiliser les ruines à toutes sortes d'essiens. Et puis, moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, ça part d'une anecdote, et puis c'est pour parler d'un phénomène contre-culturel, comme à peu près ce que Catherine a abordé, qui est l'utilisation du terrain vague par une jeunesse militante ou anarchisante. Okay? L'anecdote va comme suit. C'est pas drôle, mais récemment, il y a eu le décès d'un jeune anarchiste montréalais qui s'appelait Hugo. Il est décédé de façon tragique par un suicide. Et puis, après son suicide, c'est quelqu'un qui était très, très, très connu dans ce milieu-là. Fait qu'il y a eu des zones de recueillement. Les gens allaient dans les appartements pour être ensemble, pour vivre le deuil immédiatement. Fait que là, les zones de recueillement étaient pas mal dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans des appartements, des gros apparts. Les jeunes, ils ont des colocs, ils vont dans des gros appartements. Fait que là, c'est là que ça se passait. Mais là, les gens sentaient le besoin d'une zone de recueillement public. Donc, la zone de recueillement public a été choisie ici, au terrain vague. Un peu plus précisément ici. Ici, il y a une genre d'assemblage de gros blocs de pierre qui font une sorte d'agora, puis là, les gens vont faire des feux. On est quand même protégé du vent. C'est pratique. Fait que c'est un lieu qui a une assez forte charge symbolique pour justifier le fait de vivre de vivre un deuil très, très, très récent avec ses amis. Là. Par contre, là où l'histoire devient plus compliquée, c'est que, puis malaisante, c'est que ce terrain vague-là, 2 ans auparavant, a vu la mort d'un autre jeune anarchiste, okay? Qui est lui aussi mort par suicide. Il s'appelait Nico. Nico, lui, il était beaucoup plus jeune, puis il venait au terrain vague pour rêver. Il passait pas mal tout son temps là, il avait essayé l'école, ça marchait pas. Il avait pas mal investi le terrain vague comme son lieu à lui. Puis il est mort exactement ici. Il a laissé une lettre à ses amis. Dans la lettre qu'il laisse à ses amis, il dit que ce terrain vague-là, c'est le seul endroit où il s'est jamais senti chez lui, où il s'est jamais senti appartenir à quelque part. Fait que là, je sais
pour faire encore rappel à ce que Catherine Alexandre a dit, il y a vraiment une réalité concrète là, à ce sentiment-là, où les gens qui sont le plus parias, bon, se sentent à quelque part dans ce no man's land-là. Et puis, dans sa lettre encore, il invite ses amis à investir celui-là et l'utiliser davantage et venir plus souvent, puis suivre un peu ses traces à lui qui s'était comme découvert au terrain vague. Mais puis là, le paradoxe douloureux, c'est que, bien entendu, ses amis avaient pas trop l'intention de faire ça, étant donné que c'est aussi le lieu qui leur rappelait le plus la mort de leur ami. Fait que là, il y a une sorte de nœud avec ça, du fait qu'on vient pour s'y recueillir après la mort de quelqu'un choisit d'y mourir en invitant ses amis à venir vivre des beaux moments-là. Il y a une sorte de nœud autour de la mort puis de l'espoir, parce que c'est un lieu en qui les gens ont mis beaucoup d'espoir. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous présenter ce que j'appelle l'anarchisme dystopique. Et le socialisme dystopique, dans le fond, c'est une pensée que je dérive de l'anarchisme contemporain, puis de ses valeurs, puis de ses modes de lutte, pour essayer de comprendre le lien entre l'anarchisme puis le suicide. Tout ça ancré dans un terrain vague, dans ce terrain vague-là précisément, mais bon, dans le concept de terrain vague. Pourquoi est-ce que le terrain vague suscite des comportements qui sont ceux de la résistance, puis ceux de l'autodestruction aussi. Fait qu'il y a comme une sorte de triangle, terrain vague, anarchisme, autodestruction, que je vais essayer de vous exprimer. Donc, celui-là qui est une sorte d'utopie contemporaine assez petite, mais on n'a pas beaucoup de place pour l'utopie de nos jours. Je vais vous lire une phrase de Frederick Jameson qui thématise l'utopie. Ça va m'être utile. C'est que l'utopie naît de la vision kaléidoscopique d'une classe sans projet ni nation, d'une classe, autrement dit, qui ne dispose ni d'une analyse articulée de la situation, ni des linéaments d'une stratégie politique. Ce qui pourrait très bien caractériser nos propres positions après la guerre froide et le néolibéralisme. Fait qu'on fait de l'utopie quand il n'y a pas de débouchés concrètes, immédiates à notre action. Fait que ce genre de pulsion utopique-là arrive quand le monde est fermé. Par contre, les utopies historiques, là, celle de Thomas More, entre autres, y arrivaient dans un monde qui n'était pas complètement éclairé, c'est-à-dire que Thomas More, ça arrivait pendant les explorations, puis son utopie est à quelque part dans l'océan. Puis les utopies plus fourriéristes, là, au 19e siècle, on voyait dans l'Amérique un lieu utopique, fait que les gens venaient construire en Amérique des sortes de villages non capitalistes, si tu veux. Qui ont toutes vraiment mal fini. Fait que c'était à une époque où c'était encore possible de représenter une extériorité au monde. Tandis qu'aujourd'hui, avec le marché mondial là, qui est complètement assumé depuis à peu près 25 ans, c'est vraiment pas possible de se représenter une extériorité au système ou une extériorité au monde. Donc, les lieux utopiques n'existent pas vraiment. Ce qu'on va... fait que les lieux utopiques vont comme être réingérés par le système, par le développement, dans les lieux interstitiels, donc comme les terrains vagues. Fait que par contre, étant donné la nature du terrain vague, c'est là que je fais le transfert entre le lieu utopique puis le lieu dystopique. Pour comprendre la notion d'utopie, il faut que je parle d'un livre de Friedrich Engels, du 19e siècle, là, qui était le copain de Karl Marx. Et puis, ça s'appelle Socialisme utopique et socialisme scientifique. Par ce livre-là, il essayait de se positionner, Marx et Engels, là, les pères de la théorie communiste, par rapport à leurs prédécesseurs qui étaient les socialistes utopiques. C'est le terme est resté, ils ne s'appelaient pas eux-mêmes utopiques, ils pensaient que c'était des socialismes parfaitement ordinaires, mais non, ils étaient utopiques. Fait que le terme est resté. Ces socialistes-là, c'est Saint-Simon, Fourier, puis Owen pour une grande part. Peut-être que vous les connaissez, probablement pas beaucoup. Donc, ce qu'avait d'utopique leur socialisme, là, dans le petit livre de Engels, c'est le fait que dans chacune de leurs théories, ils présentaient la réforme, la transformation d'un aspect de la société qui allait entraîner un déboulement de tout le reste, puis un effondrement du capitalisme, puis l'avènement d'un monde meilleur. Donc, l'aspect, pour Saint-Simon, c'était l'aspect de la science puis de l'organisation bureaucratique. Si seulement nos pratiques dérivaient vraiment de la connaissance scientifique, puis on était organisé en fonction de ça, ben il n'y aurait pas d'absurdité comme les enfants qui travaillent à 12 ans des usines, mettons. Pour Fourier, c'était l'organisation des passions. Donc, si seulement les familles n'étaient pas aussi claustrophobiques, puis les gens pouvaient... la société était organisée en fonction des passions naturelles des gens, ben il n'y aurait pas de perfection dans la société, donc de crime puis d'exploitation.
Puis pour Owen, c'était l'organisation du travail. Donc, si seulement le travail est organisé rationnellement au lieu d'être fait pour le profit immédiat, ben, il n'y aurait pas encore de société capitaliste. Ces trois visions qu'on appelait partielles, dans le sens où elles prenaient un aspect du social, puis dire, bon, le problème est là, dans cet aspect-là du social, transformer cet aspect-là du social, puis le social va changer au complet. Là, ce qu'on oppose à ça dans le petit livre, c'est la découverte de la plus-value, qui est comme la spécificité du marxisme. La plus-value, pour faire une histoire courte, c'est l'argent que, quand tu es un prolétaire et tu travailles pour un bourgeois dans une usine au 19e siècle, tu fabriques un objet, tu es payé 5 livres sterling, l'objet est vendu 5,5 livres sterling, la plus-value, c'est ce 0,5 livres sterling-là qui est extorqué aux travailleurs pour aller dans les poches des patrons. Donc, cette plus-value-là est dévoilée dans l'œuvre de Marx comme étant la substance à la base du capital. Donc, que c'était... Puis c'est quelque chose qui arrive dans tous les rapports sociaux, tous les rapports de travail dans le capitalisme. Donc, la façon scientifique de renverser le monde, si vous voulez, c'est pas un truc partiel comme ce que proposaient les utopiques, mais c'est un changement total, une révolution par la classe ouvrière qui est la base, qui est perçue comme la base de la société, qui va renverser ce qui l'exploite. Okay? Donc, une sorte de schéma du bas vers le haut, qui est la révolution. Bon. L'anarchisme contemporain, on va plus, à cause de la fin de la croissance, là, avec la crise de 1973 surtout, puis d'une sorte de cycle de crise dans lequel on est depuis que j'existe, moi en tout cas, il y a comme une sorte de désengagement de la sphère du travail là, par les gens qui veulent changer le monde parce qu'ils n'ont pas de travail, ou bien les milieux de travail sont vraiment partiels, puis c'est difficile de penser à partir de ta petite start-up dans le Myland, faire quoi que ce soit au niveau du système. Fait qu'à cause de ces transformations-là dans le monde économique, il y a un désinvestissement de la sphère du travail puis les gens vont plus penser que c'est le précariat qui est porteur d'une sorte de changement. Le précariat, c'est tous les assistés sociaux, les chômeurs, les immigrants qui n'ont pas le droit de travailler, les mères monoparentales, les gens qui vivent de l'aide sociale puis de la petite criminalité, ça va vraiment ensemble, la drogue, tout ça. Ben, ce genre de classe sociale-là qui est en deçà du travail ou plus dans les marges du travail est vue comme celle qui est capable de renverser le système, pas parce qu'on va être la base puis renverser ce qu'il y a au-dessus de la base, mais parce qu'en poussant dans les interstices sur les bords du travail, on fait pousser des légumes dans le petit carré de gazon là, à notre table devant la maison. En tout cas, en créant des choses qui ne sont pas dans l'ordre capitaliste, ça va créer en parallèle ou dans les marges du système, si vous voulez, un autre système, puis quand le capitalisme va s'effondrer de lui-même parce que de toute façon, il est programmé à l'effondrement. Là, ça va vraiment ensemble, cette pensée-là du précariat puis de l'effondrement automatique du capital. Et quand le système va s'effondrer, il y aura une nouvelle société qu'on va déjà avoir créée puis habitée. Il y aura déjà des liens qu'on aura déjà tissés. Et puis ça va devenir le vrai monde. Fait que l'anarchisme contemporain, que j'appelle le socialisme dystopique, est dystopique parce que, oui, il y a besoin des zones d'évaluer puis des zones d'effondrement comme les terrains vagues pour se représenter un changement social, mais aussi parce que c'est un retournement de l'utopie des socialistes utopiques, en ce sens que, vu qu'ils se positionnent comme extérieurs au système, ils présentent un changement qui va advenir d'une transformation partielle, là, que j'appelle le secteur de la dissidence et de la réappropriation. Mais cette partialité-là, il n'y a pas un ministère pour ça. C'est pas comme la famille ou c'est pas comme l'économie. C'est vraiment quelque chose qui est disséminé dans tous les comportements, dans toutes les existences économiques. Donc, ça a comme une totalisation partielle. C'est disséminé partout. Donc, tout comme les lieux de réappropriation là, par les jeunes, comme les terrains vagues, mais comme tant d'autres, c'est des lieux de marge qui sont partout, mais c'est à partir de ces marges-là qui sont partout qu'on va changer les choses. Fait qu'il y a une porosité entre cette pensée-là de l'investissement des marges par un précariat et puis l'autodestruction du système. Puis moi, je me permets de prolonger cette porosité-là entre l'investissement des marges, l'autodestruction du système, puis l'autodestruction de l'individu, bien entendu. Parce qu'on pense que le système qui s'effondre
va laisser une société libre. Dans le fond, on est opprimé par le capitalisme, puis on a l'impression que si seulement il n'y avait pas cette structure-là au-dessus de nous qui nous domine, on pourrait vivre de façon libre, puis vivre nos désirs, puis whatever. Puis ça, c'est la même pensée que la pensée bourgeoise du contrat social, là, qui disait que avant la société, il y avait un assemblement dans la nature là, des premiers individus. Puis là, ils se sont comme entendus sur un contrat social avant de fonder la société. Puis la société a été fondée à partir justement de ce moment libre-là, qui serait le moment de la société après l'effondrement, dans le parallèle que je fais avec la pensée anarchiste. Donc, cette vision-là, plutôt positive là, d'un effondrement, qui nécessite la guerre puis la crise là, pour arriver, donne une positivité à l'acte de sabotage ou à l'acte d'autodestruction personnelle, parce que si ça n'arrive pas sur le plan social, ça peut arriver sur le plan individuel, puis la disparition de soi par le suicide va comme être un acte de remplacement, si vous voulez, de la disparition du monde par une crise puis l'effondrement final. Donc, pour exprimer un peu qu'est-ce que ça fait, là, une lecture de la théorie anarchiste, une lecture anarchiste de la ville, c'est que plutôt que de voir le terrain ici comme une zone séparée de la ville, là, puis qu'il faut contourner, il y a une sorte d'investissement tactique du territoire. Pendant la grève de 2012, il y a plusieurs tentatives de blocage du port. Le port, c'est un endroit important économiquement à Montréal, puis le bloquer, ça a toujours été la grande victoire des grèves étudiantes. Par contre, quand on passe par Notre-Dame, ici, c'est longtemps, puis c'est longtemps à un cortège d'étudiants avant d'arriver au port du port. Fait qu'on a facilement le temps de réagir, puis d'envoyer du monde pour empêcher là, le blocage. Même si le blocage était secret à la base, il faut quand même passer longtemps sur une rue, pas trop couverte. Fait que là, en 2012, il y en a eu plusieurs. La seule qui a vraiment fonctionné, c'est celui dans lequel les grévistes sont passés à peu près par ici jusque-là, puis ont fait ça comme ça, sont passés par le terrain vague pour aller au port. Fait que là, c'est arrivé comme une surprise, parce que cette zone-là n'était pas surveillée. C'est une genre d'image de la genre de liberté, entre guillemets, que permet le lieu. Par contre, cette liberté-là va avec une sorte d'immédiateté, dans le sens où on est là pour faire la fête, ou on est là pour des opérations tactiques, mais curieusement, puis ça revient des choses qu'on a dit aujourd'hui dans le colloque, il y a quelque chose avec les ruines, puis ces ruines-là en font partie, il y a quelque chose avec l'oubli. Les gens sont sur ces lieux-là, puis on ne savent pas où ils sont vraiment, ni quand ils sont. Ils ne sont pas situés. Cette histoire-là là, d'usine puis tout, il faut quand même creuser longtemps avant de la trouver. Fait que là, quand on se promène là, il y a des vieilles bâtisses, il y a des vieilles traques à terre, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça signifiait auparavant. Puis je pense que l'expérience immédiate de l'anarchisme ou de la politique qu'on vit ici a rapport avec une sorte de désert existentiel ou une sorte de pulsion de mort là, automatique que j'observe chez les anarchistes qui s'enlèvent la vie. Pour finir, j'ai une autre petite anecdote qui ramène sur le temps long l'existence du terrain vague, parce que c'est pas quelque chose qu'on amène souvent sur le temps long, mais il n'y a pas eu tant de phases d'industrialisation que ça au Québec non plus. Puis ce terrain-là, qui était celui de la Canadian Steel Foundry, était auparavant la concession agricole des Trudeau. Trudeau qui ont donné Trudeau plus tard. Okay? Donc la famille Trudeau habitait ici, puis exploitait la terre. Et puis le 22 septembre 1775, il y a eu l'invasion de Montréal par Ethan Allen. Ethan Allen, qui est un révolutionnaire américain, qui venait au Québec pour libérer Montréal du joug de la couronne britannique. Donc, il est arrivé à Montréal en soulevant une troupe dans le sud. Dans le sud, il est arrivé du Vermont. Fait qu'il est arrivé à Montréal avec des troupes qui soulevaient dans les campagnes. « Est-ce que vous êtes tenu d'être opprimé par le roi d'Angleterre? »« Oui, on va se battre, on va se battre. » Fait que là, ils se sont battus ici, au terrain vague. Ça s'appelle la bataille du ruisseau Trudeau. Okay? Le ruisseau Trudeau, on peut le voir. On peut voir où est-ce qu'il passait encore. C'était ça à peu près le trajet. OK? Jusque là.
OK. Fait que la bataille du ruisseau Trudeau n'a pas été très mortelle, mais ça a été la bataille décisive qui a fait en sorte que les troupes loyalistes ont gagné sur les séparatistes américains qui venaient faire la révolution chez nous. Pour la fin de l'anecdote, Ethan Allen s'est réfugié dans une maison ici, après que ces hommes ont été défaits, qui s'appelle la maison Picard. La maison Picard a été ensuite transportée ici, à la promenade Belle-Rive. Puis il y a un CPE à cette heure dedans, la maison qui s'appelle maintenant Picard-Trudeau. OK? Fait que voilà pour l'histoire, qui nous montre, j'espère, une dimension là, différente du terrain vague immédiat qu'on vit beaucoup de façon immédiate. Le ruisseau Trudeau a été appelé, après c'est devenu le ruisseau Molson à cause que la Molson a acheté la terre à l'embouchure, puis il a été canalisé en 1948, fait qu'il existe encore, mais bon, sous la terre. Ce qui est une belle métaphore de l'histoire qui existe encore, mais pas mal dans un souterrain. Fait que c'est comme ça que je vais conclure l'exposé pour pas être trop sombre en parlant de la mort des deux autres, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui nous décolle le nez de l'immédiat des ruines qui peut nous porter au romantisme, puis peut-être à errer quand même du côté de la mélancolie, quand ces gens-là qui cherchaient la révolution partout marchaient tous les jours sur les lieux d'une révolution manquée, OK, mais une révolution, ça ne pleut pas à Montréal des terrains de bataille révolutionnaire. Voilà.